Oui. Jean. Notre sujet, donc on a mis en fait le thème de notre sujet, on a décidé que c'était les migrants et les médias. Voilà, donc c'est les médias, la communication traditionnelle, le web, la circulation d'informations, l'ouverture au monde, le rôle des médias dans le maintien de la paix et le dialogue entre les cultures. Donc on a rencontré déjà l'équipe de bac, avec qui on a un petit peu discuté, et puis bon, après chacun est parti dans son projet. On a aussi été en relation depuis une semaine avec un musicien qui s'appelle Layan. Voilà, avec qui on a commencé à travailler. Donc ce matin il nous a envoyé un peu sa part de projet, donc on va vous montrer qui est dedans. Donc, ça va se présenter comme ceci. En fait, on a découpé notre sujet un peu en 6 thèmes. Donc, on va commencer par le traitement de la crise dans les médias, ensuite la communication traditionnelle, l'information peut-elle changer les choses, la surinformation ou désinformation, le rôle des médias sociaux et enfin l'avenir. Alors nous, on a vraiment anglais notre chapitre sur les migrants. Pourquoi? Parce qu'on parle des médias et en ce moment, les problèmes de migrants, c'est vraiment d'actualité. On parle aussi dans ce cours de vivre ensemble. On pensait que l'immigration, c'était quand même une des bases du vivre ensemble. Mais avant toute chose, on aimerait savoir, est-ce que vous savez la différence entre migrants et réfugiés? Ben, le migrant, ça va être par choix. Le réfugié, ça va être par crise. Ben, tu sais, qu'il faut avoir une crise humanitaire, ça va être pour la survie. Ben, je pense. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres réponses? En fait, on a décidé de vous faire cette définition parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup d'amalgames de faits entre migrants et réfugiés. Les gens utilisaient les mots sans vraiment les connaître. Donc on vous donne vraiment des définitions. Un migrant, selon la rue, c'est un déplacement volontaire d'individu, comme tu disais, alors qu'un réfugié, il faut avoir le statut de réfugié. C'est selon la définition de Genève de 1951, qui date après la Seconde Guerre mondiale, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, un réfugié, il faut avoir un statut de réfugié parce qu'on est reconnu, c'est-à-dire qu'on est parti de son pays par force et pas par choix. Donc on va beaucoup utiliser le mot migrant dans notre projet parce que la majorité ne sont pas reconnus encore comme réfugiés. Donc les médias dans le traitement de la crise, et Jean. Ok, alors les médias dans le traitement de la crise, c'est que le Journal de Québec, d'abord, n'a pas fait référence à la mort du garçon au mois de septembre. Il n'a pas fait référence comparé au Soleil qui ont mis l'emphase sur ça avec la photo et les titres chocs. Et le Québec accepte d'accueillir des migrants en corrélation avec les décisions du pays. Si le Canada justement accepte, le Québec se dit prêt et déjà proactif là-dedans. Il a décidé d'accueillir les migrants, la ville de Québec est prête, mais ça prend toujours l'accord du gouvernement canadien. C'est un peu ça qui était traité. Début septembre, le Canada était réticent à l'arrivée des migrants. Finalement, le pays a accepté d'accueillir 10 000 personnes pour les années à venir, contrairement à d'autres pays qui se sont ouverts davantage aux nouvelles au début de septembre, quand l'événement est arrivé. La SRC TVA a tourné des reportages en Hongrie, Autriche et Allemagne et présenté la photo du personnel qui était sur la plage. Donc, il s'est rallié, le Canada s'est rallié aux autres pays. Il y a un élan de sympathie, de générosité qui a envahi la population à l'égard des migrants. Les gens se sont sentis concernés. Il y a un esprit de solidarité qui est apparu au Canada et plus au Québec davantage. Vous savez, quand il y a des incendies, des événements, des incendies, des gros accidents, les Québécois se mobilisent pour donner de l'argent, aider les sinistrés. Alors voilà, cette partie-là. Donc, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix. Donc ensuite, on a essayé de rechercher en fait, par rapport à la crise des migrants, de rechercher des informations par rapport à nos pays d'origine. Donc moi, je suis française et par rapport donc, à cette crise des migrants et à la médiatisation a fait que François Hollande, qui au début n'était pas vraiment dans l'optique d'accueillir des migrants, participait au sommet, tout ça, mais il n'était pas dans l'optique. Il a changé, après avoir vu la photo, il a vraiment changé de sa position et a décidé
comme c'est écrit, en fait, de créer un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés. Donc, en lien avec Angela Merkel, ils ont demandé donc, une réunion avec les pays européens pour vraiment trouver une solution au problème, à la crise des migrants. Et il a dit donc que cette crise des migrants est une tragédie, mais aussi une interpellation à l'égard de la conscience européenne. Donc c'est vraiment en fait la médiatisation qui a fait que François Hollande prenne conscience du problème. Et ensuite c'était vraiment comme des dominos en fait. François Hollande a pris conscience avec Angela Merkel et au fur et à mesure tous les pays européens se sont aussi penchés sur la question. Donc là, c'est la une du Monde. Donc ils ont diffusé la photo du petit garçon qui est décédé sur la plage. Et ensuite, par contre, il y a la une du livre, c'est de Libération qui ils n'ont pas voulu publier la photo, non pas par choix, mais parce que vraiment, en fait, ils ne l'ont pas eu à temps, ils ne l'ont pas vu. Donc ils se sont excusés auprès des lecteurs pour dire on ne l'a pas diffusé parce qu'on ne voulait pas ou parce que ça ne correspondait pas vraiment à l'image qu'on voulait donner, mais vraiment parce qu'ils ne l'ont pas vu. Donc, ils ont dû vraiment, ils ont dû s'expliquer pour pas être pénalisés. Et dans les journaux français, ils ne font pas de distinction entre migrants et réfugiés, c'est un petit peu le cas dans tous les médias. Et pour le coup, en fait, c'est devenu vraiment un fait de société, un débat. Et on en entend parler tous les jours, donc à la télé, aux informations, dans la presse écrite, à la radio, enfin, c'est vraiment très large. Et l'Angleterre a développé un French bashing par rapport à Calais. Calais, en fait, c'est une ville près du tunnel sous la Manche, où tous les réfugiés arrivent pour passer vers l'Angleterre. Et en fait, il y a énormément de décès où ils restent dans les usines, dans les caves des usines, les gens ne les voient pas forcément. Et en fait, ils s'amassent à Calais sans pour autant qu'il y ait personne qui les aide. Donc il n'y a pas d'association sur place, il n'y a personne. Donc l'Angleterre, en fait, le French bashing qui a déjà eu lieu pour d'autres causes, revient énormément par rapport à ça. Je vais vous raconter maintenant de ce qui se passe au Vietnam dans cette histoire de migrants. On n'y échappe pas, même si on sait longtemps, même si on sait dans un autre bout du monde, mais j'ai pas de une à vous montrer, malheureusement, parce que simplement on en parle, mais de manière différente. D'abord, le Vietnam, avec son histoire récente des guerres, se sent un peu concerné, en tout cas on ne peut pas vivre cette crise de manière indifférente, mais malheureusement le Vietnam, il y a 35 ans, enfin 40 ans, 35 ans, était à la place de la Syrie ou de l'Irak aujourd'hui. C'est un pays d'où les gens fuyaient, pour fuir le régime communiste, vainqueur de la guerre du Vietnam contre le sud du Vietnam et ses alliés américains. Donc du coup c'est un peu délicat de rappeler cette tragédie, alors que même dans le Vietnam, dans le pays, les Vietnamiens n'étaient pas du tout au courant, en tout cas par la voie officielle des médias, des informations, etc., de ce qui se passait. Mais entre 75 et 80, pendant 5 ans, il y a plus d'1 million de Vietnamiens qui ont choisi ou ont été forcés de quitter le Vietnam par la voie terrestre, par le Laos, puis la Thaïlande, puis rejoindre d'autres pays occidentaux, ou par la mer. Les boat people vietnamiens, voilà. Plus d'1 million de gens ont parti, et puis, parenthèse canadienne, le Canada était très actif là-dedans. Dès que la crise, la tragédie se faisait connaître un peu sur la scène internationale, le Canada était un des premiers pays à ouvrir ses portes aux réfugiés, aux boat people, et on a accueilli finalement 60 000 en un très peu de temps, avec la France, les États-Unis, bien sûr, qui étaient impliqués pendant la guerre. Une autre raison pour laquelle on en parle peu ou on n'en parle pas, parce que le Vietnam est un pays communiste, donc totalitaire. Il y a un seul parti qui contrôle tout, le parti communiste,
contrôle tout, y compris les médias. Donc les médias sont une illustration, enfin c'est un outil de propagande voilà, font les choses, appliquent la politique qui vient d'en haut. Et on parle de l'international, mais l'international ne fait jamais de une. Voilà. Donc il y a une page vers la fin des journaux, là-dedans il y a des informations internationales dont la crise des migrants, et on parle de l'histoire de la photo sans montrer la photo. Parce qu'il y a aussi une autre raison, parce qu'on est quand même dans une société du confucianisme, très influencée par ces concepts de Chine, etc. Donc on reste très réservé, fermé. Les médias, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas là où on montre des choses choquantes, etc. Donc voilà, pas de place dans les places, dans des médias officiels, dans le sens contrôlé par l'État. Mais c'est là aussi où les réseaux sociaux, Internet, prennent le relais. Parce qu'on ne peut pas empêcher que ça continue de circuler en ligne et sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout. Et ça n'empêche que tout le monde fait le lien avec cette fameuse photo de la guerre du Vietnam, une photo qu'un photographe vietnamien qui travaillait pour Haïti, Associated Press, a prise en 1972. J'étais pas né. Quelqu'un que moi après. Voilà, donc la fille Kim Pho, qui était brûlée au napalm, donc beaucoup de polémiques, mais surtout c'est une des photos qui a éveillé l'opinion publique, qui a contribué à faire connaître la guerre du Vietnam, qui a fait le tour du monde. Après, aussi la réputation du photographe et de la petite fille qui vit aujourd'hui au Canada, acceptée par le Canada comme réfugiée, justement, pour des raisons aussi médicales que politiques. Voilà. Bonjour à tous. Je n'ai pas non plus de choses à commenter, tout simplement parce que l'information n'a pas été traitée dans la presse sénégalaise. Il n'y a aucun article signé d'un journaliste sénégalais qu'on a pu recenser dans la presse sénégalaise. J'ai interrogé 2 journalistes sénégalais, ils ont apporté une réponse qu'on peut résumer ainsi. L'actualité internationale, quand elle ne concerne pas directement des subsahariens ou bien des Sénégalais, elle n'est pas traitée. On la met dans la presse, mais sous forme de dépêche. Genre, on emprunte des dépêches à des agences de presse comme l'AFP, Le Monde, et on les met dans la presse. Donc, l'information n'a pas été traitée dans la presse. Mais c'est à ce moment, c'est là qu'interviennent les réseaux sociaux, parce que malgré le fait que l'information n'est pas dans la presse, il a beaucoup été question d'elle dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et là, on a deux visions. Il y a des gens qui considèrent que la crise des migrants a été surmédiatisée par rapport au drame de l'immigration clandestine. Il y a beaucoup d'Africains qui empruntent des pirogues pour rejoindre l'Eldorado et qui meurent malheureusement. Et ce n'est pas suffisamment médiatisé. Donc ils déplorent ça. De l'autre côté, il y a des gens qui disent que, qu'ils soient des migrants, quelle que soit leur origine, cette photo a bouleversé beaucoup de monde et qu'on devrait s'y intéresser, même si ce n'est pas des Sénégalais, même si ce n'est pas des subsahariens, parce que ce sont des humains. Merci. Je vais parler rapidement du cas d'Haïti avec Ryan qui nous a envoyé ça ce matin. Donc pour lui, en fait, Haïti, c'est un peu comme le Sénégal et le Vietnam, tout simplement parce que, comme au Sénégal, Haïti n'a pas parlé véritablement de la crise des migrants. Ils en parlent que dans les pages internationales, avec des petites dépêches, mais il n'y a pas eu de une comme on a. Et Haïti ressemble aussi au Vietnam, puisque pareil, c'est une terre où ses habitants partent et migrent depuis le XXe siècle. Aujourd'hui, à Haïti, le sujet principal, c'est pas du tout les migrants en Europe, c'est tout simplement les élections. Puisque Laïa nous expliquait que même
en juin dernier, il y a eu beaucoup, et un problème de migration en fait. Des Haïtiens qui ont dû quitter le pays voisin pour revenir à Haïti parce qu'ils ont été expulsés. Et même ça, ils en parlent pratiquement pas dans la presse haïtienne. Donc voilà, c'est pas un sujet phare du pays. Par contre, une fois de plus, les réseaux sociaux sont très présents, puisque la photo du petit alien, elle par contre a vraiment fait le tour des réseaux sociaux, elle a été publiée, extrêmement partagée. Donc c'était la petite parenthèse les médias qui rapprochent les peuples, on s'est posé la question en se demandant si souvent les médias sont la cible de la population en disant qu'il y a beaucoup de désinformation, que les médias veulent dire que ce qu'ils ont envie. On s'est dit, mais peut-être que d'un autre sens, les médias, est-ce qu'ils n'aident pas aussi des fois les populations à se rassembler? Et on l'a beaucoup vu qu'après qu'ils aient partagé la photo, qu'ils aient parlé des migrants, le problème de migration, on a vu en France notamment énormément de personnes qui ont commencé à dire mais moi je ne veux pas être affiliée aux idées politiques de mon président, de ma présidente, et ce qui se passe, ces personnes qui meurent en mer, moi je vais les aider. Et ils ont pris conscience en fait de ce qui se passait, même à 1000 km de chez eux, par l'information. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit bah, moi aussi je veux faire quelque chose et je veux commencer à héberger un réfugié. Et à partir de ce moment-là, les médias ont un peu changé de bord et ont commencé à publier beaucoup d'articles sur comment aider des personnes qui sont réfugiées, comment à notre propre statut, notre propre hauteur dans la société, comment on peut aider les autres. Autrement dit, ce que tu dis, c'est que les médias ont suivi un peu la société civile qui a voulu faire preuve de compassion. C'est ça. En fait, ça s'est un peu retourné. On a eu beaucoup de médias qui ont fait des articles, en fait, puisque les gens cherchaient à se dire mais est-ce que c'est légal d'héberger du coup un migrant qui n'est pas encore réfugié? Est-ce que c'est légal? Comment on peut faire? Et là, on a vu qu'il y a eu beaucoup de médias, là que ce soit la télé, donc France Télé, Libération, Le Figaro, la presse écrite, la radio, qui ont commencé à informer les gens en leur disant ben oui, vous pouvez ou non héberger telle personne dans telle et telle condition. Et puis aussi, les médias rapprochent aussi les peuples dans le sens où ils font souvent des rappels à l'histoire. On l'a vu, on reparle beaucoup des Boat People au Vietnam, que ces gens-là étaient aussi des personnes qui fuyaient la guerre. Et c'est un peu un rappel, la guerre ça touche tout le monde. On va dire qu'au niveau... Enfin bref, les gens se sentent plus concernés. Voilà, merci. Donc maintenant, on s'est posé la question de qu'est-ce qui a réellement changé depuis que les informations circulent sur la crise, et est-ce que informer a changé les choses, a fait prendre conscience. Donc tout d'abord, en fait, on a remarqué qu'il y avait un cercle vertueux ou vicieux de la médiatisation. En fait, c'est vraiment selon l'utilisation, la limite est vraiment très fine entre le vertueux et le vicieux. Il ne faut pas tomber dans la désinformation. Donc les médias informent, ensuite il y a vraiment une prise de conscience de la population. Ils veulent agir seuls, comme l'a dit Myriam. Et ensuite, on arrive à une réaction des politiques. Donc par exemple, comme je le disais tout à l'heure, François Hollande qui a pris une décision après que la population française ait réagi à la photo. Et on revient donc à l'information. Donc c'est vraiment un cercle vertueux ou vicieux, ça dépend la dose d'information, ça dépend aussi comment c'est traité. On a remarqué aussi que les populations répondaient d'elles-mêmes à cette crise des migrants et aux médias. L'Islande, par exemple, veut accueillir des réfugiés, donc d'autres pays aussi. Il y a à peu près 4% de la population islandaise qui a créé un groupe sur Facebook, et 4% d'entre eux, bon c'est pas énorme 4%, mais c'était vraiment une courte durée, qui s'est proposé pour accueillir un réfugié chez eux. Bon après il reste le problème d'aller en Islande pour eux,
c'est autre chose. Ensuite, l'opinion publique française est majoritairement favorable, donc à 53% contre 44% il y a presque 2 semaines, à l'accueil des réfugiés en France. Ces 44%, c'était en fait avant la photo du petit garçon et avant surtout la vidéo de la journaliste hongroise qui faisait tomber donc, un père et sa fille. Et ensuite, c'est passé à 53%, donc c'était vraiment la première fois où c'était majoritaire. En Allemagne, il y a énormément de points de collecte et de dons qui se sont multipliés. En fait, dans les gares ou vraiment dans les rues, c'est venu vraiment naturellement. Les Allemands veulent aider. Et ensuite, il y a une application donc, qu'on appelle le Airbnb des réfugiés, qui s'appelle Calm, comme à la maison, et qui rencontre vraiment un franc succès donc, en Europe. Ça marche sur le même principe. Et ensuite, il y a l'Espagne qui veut créer un réseau en fait, de villes-refuges, donc Barcelone, Madrid, créer des logements où les réfugiés pourraient en fait, passer d'une ville à l'autre sans avoir de problèmes comme ils ont eu auparavant. Au niveau des réactions politiques donc, qui arrivent après les réactions de la population, Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne, a décidé en fait il n'a pas décidé, il veut un accord en fait sur la répartition des 160 000 migrants qui arrivent donc en Europe. Et cet accord, donc ils en sont venus à peu près à conclusion récemment. Ils se sont vraiment décidés sur la répartition. Et Angela Merkel, quant à elle, elle a bousculé vraiment les pays qui étaient un peu réticents à l'idée d'accueillir des migrants. C'est-à-dire qu'elle ne leur a pas vraiment laissé le choix, en fait. C'était soit ils aidaient et ils accueillaient, ou soit ils entraient en guerre avec Angela Merkel. Donc, voilà. Oui, alors, la Hongrie ferme ses portes, comme on l'a remarqué. C'est l'Allemagne qui semblait la plus ouverte. La Hongrie ferme ses portes et le Canada s'accroche à la sécurité. S'accroche au début à la sécurité. C'était une question de sécurité. Il voulait davantage protéger la population. C'était le discours de M. Harper. Au Québec, la faveur des personnes, des bonnes intentions tend à s'effriter. Au début, les gens étaient d'accord, mais après, il y avait des craintes qui apparaissent là, dans les médias. Après l'enthousiasme de solidarité, il y avait des craintes qui apparaissaient. Mais qu'allons-nous faire avec tous ces gens? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, il y a des buts sociaux. Et les médias se sont accusés absolument de falsifier certaines informations. La désinformation devient un peu un enjeu parce qu'on voyait les pays qui étaient ouverts, les pays qui étaient contre, comme la Hongrie, avec des images chocs, et le Canada qui était plus ou moins réticent. Alors, c'est ça, au départ, l'élan de sympathie poussait la population québécoise à accueillir des migrants. Le Centre multiethnique de Québec s'est associé avec la Ville de Québec pour accueillir des migrants. Il le fait déjà, mais ils veulent en accueillir. La Ville de Québec s'est prononcée pour en accueillir. Aujourd'hui, les réticences et les problèmes pour l'avenir poussent à la réflexion, voire à la marche arrière de certains habitants qui commencent à avoir un discours autre que la solidarité. Surtout à Québec, il y a un peu de réticence avec les étrangers. Sur l'information et la désinformation, pour cette partie-là, on a surtout des questions à poser à nous-mêmes et à tout le monde que des réponses. Et pour la première question, par exemple, les médias font bouger les politiques. On sait que les médias dans le monde entier sont en crise de valeur, en crise de confiance. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Et très influencé, parce que c'est tentant d'influencer, d'exercer des pressions sur les médias. Et là, c'est pas seulement dans des pays non démocratiques, dans tous les pays. Parfois, on accuse les médias d'être simples illustrateurs ou applicateurs de politiques. Ou pire, dans des pays comme le mien, par exemple le Vietnam, comme c'est sous le contrôle du parti, donc, du coup les médias c'est un tout simple outil de propagande, c'est le terme qu'on utilise officiellement, la propagande, parce que c'est le rôle des médias.
Donc du coup, le journalisme, les informations, ça passe au deuxième, troisième plan. Et puis, voilà. Et puis, pour la deuxième question, c'est la même chose. La limite entre tout ça, entre l'information, la désinformation, on préfère laisser ça en ouverture pour vous tous. Maintenant, c'est Marie qui va vous donner quelques exemples. D'accord. On a vu que la photo du petit Ryan avait suscité une vague de solidarité envers les migrants. Mais à côté de ce traitement médiatique plutôt favorable aux migrants, il y a un traitement médiatique qui vise à diaboliser les migrants. Bon, alors, cette photo a été publiée pour faire croire que la photo du petit Alan qui a ému tout le monde a été en fait mise en scène, que le gendarme turc a déplacé le corps pour le mettre dans un endroit plus photogénique de façon à mieux émouvoir le public. Mais il s'est avéré que en fait c'est pas la même personne, c'est le frère du petit Alan. Donc la photo du petit Alan est bien authentique, elle n'a pas été mise en scène. Alors sur cette photo qui a été publiée, qui a fait le tour des réseaux sociaux, on fait croire que c'est une invasion des migrants qui vont envahir l'Europe. Alors que cette photo date en fait de 1991. C'est des réfugiés albanais qui arrivent en Italie. Donc il y a une sorte de campagne de diabolisation. Il y a une photo qui manque, sinon c'est une photo où on fait croire aussi que les migrants sont en fait le cheval de Troie de l'État islamique. Que l'État islamique se sert des migrants pour infiltrer l'Europe dans le but du commettre des attentats. Alors, sur cette photo-là, c'est une photo, à l'origine, c'est une photo de l'AFP. Elle a été modifiée par le journal de Béziers. Ici, on voit Béziers 3000. En fait, ça, c'est les modifications. C'est une photo qui a été prise à la frontière entre la Serbie et le Macédoine. Oui, entre la Serbie et la Macédoine. Et là, on voit le titre, ils arrivent. C'est comme si il y avait une sorte d'invasion. Ce sont des gens qui viennent envahir l'Europe. Donc, tout ça, c'est une campagne qui vise à non seulement diaboliser les réfugiés, mais à susciter la peur en Europe pour dire aux gens qui sont favorables à l'accueil des migrants, vous accueillez des migrants, mais faites attention, peut-être que vous laissez entrer le loup dans la pêche. Pour terminer la sous-partie de la désinformation, il y a quelque chose de très intéressant que je voulais vous montrer. Là, par exemple, un article sur le site de Radio-Canada, Migrants, mensonges et vérité. En fait, Radio-Canada a répondu aux questions que tout le monde se pose. Si c'est vrai ou pas, c'est des informations fondées ou pas. En fait, maintenant avec Internet, réseaux sociaux, etc., moi je n'ai rien contre tout ça. Hein. Au contraire, on est tous noyés dans l'océan d'informations, d'opinions, de rumeurs, et que non seulement un consommateur d'informations normales, mais même les professionnels de la communication ont du mal à faire la différence entre tout ça. En tout cas, on n'a plus le temps de vérifier. Donc on se perd là-dedans. Et ben voilà, on a les médias qui sont là pour expliquer. Et ce qui est intéressant, d'après nous, c'est que maintenant, les médias sont dans l'obligation de répondre aux rumeurs. Donc voilà quoi, la donne change, le rapport de force change. Finalement, n'importe quel blogueur qui met les choses en ligne comme ça peut avoir un poids dans ce dialogue, dans ce méga circuit de l'information. Voilà. Permettez-moi d'ajouter qu'il y a eu un reportage à Radio-Canada qui présentait des images qui étaient truquées, faussées, des images qui datent de 1993, 2002.
de d'autres, des photos qui faisaient la une, mais qui faisaient la une, mais c'était pas des bonnes photos, c'était pas représentatif de l'actualité actuelle. Donc, il faut faire attention des fois à ce qu'on voit, puis ce qu'on lit sur les médias sociaux. Puis Radio-Canada a fait un reportage qu'on peut voir sur ça. On vous mettra le crédit, si vous voulez, à disposition. Vous pourrez aller cliquer sur les liens de ces médias qui diffusent des infos un peu intox. Est-ce que ça ne fonctionne pas là? Du coup, les médias sociaux et la crise des migrants, on l'a vu, je vais vous montrer je pense que tout le monde a vu la vidéo de la Hongroise, la journaliste hongroise, qui fait un croche-pied, qui met des coups aux migrants en Hongrie. Elle a été rapidement rattrapée par les réseaux sociaux, cette journaliste, qui au début elle expliquait elle était presque fière de son acte. Pour elle n'avait pas à s'excuser. Puis en fait, quelques jours après, elle a trouvé des excuses comme quoi c'était soit pour trouver des images. Ça commençait à devenir très tendancieux en fait, je pense. Elle était complètement perdue dans ce qu'elle pensait, puisque de toute façon elle a été licenciée. Parce que ça fait un véritable tollé de voir une journaliste, déjà une personne en temps normal, mais déjà une journaliste faire ça juste pour avoir des images. Ce qui fait qu'elle a été rattrapée par les réseaux sociaux, elle a été licenciée, et vous avez dû apprendre que quand on voit qu'elle fait un croche-pied à un père de famille syrien qui a sa petite fille dans les bras, ce père de famille-là, il a retrouvé du travail en Espagne. Il est devenu entraîneur de foot, il a retrouvé du travail. Donc hier, il a reçu comment il va commencer sa nouvelle vie en Espagne. Donc c'est aussi grâce aux réseaux sociaux peut-être que ça a fait changer les choses, puisque le directeur du club de foot en Espagne, en fait c'est quand il a vu le comportement de la journaliste, a dit que lui, c'était hors de question qu'il laisse passer ça. Et il a décidé tout simplement de donner une chance à ce Syrien. Donc ça, c'est par les médias sociaux que ça change. Donc ensuite, par rapport toujours aux réseaux sociaux, il y a énormément de mouvements solidaires ou inversement des mouvements de la pression sur les réseaux sociaux. Par exemple, un maire en Hongrie, c'est un maire d'extrême droite qui a publié une vidéo de lui-même dans laquelle il chante pour vraiment faire pression sur les migrants sur leur entrée illégale en Hongrie et pour les dissuader de rentrer sur son territoire, comme il le dit. Donc c'est vraiment, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Déjà parce que ça se passe toujours en Hongrie et c'est arrivé quelques jours après l'histoire de cette journaliste. Et aussi parce qu'il ridiculise vraiment toute cette histoire de crise des migrants et ça passe vraiment très mal. Ensuite, il y a eu pas mal de hashtags sur Twitter qui sont signes en fait de la solidarité. Donc le premier c'est hashtag Syrian Refugees GR, donc ça c'est en Grèce, Greece. C'est les hashtags qui permettent en fait aux réfugiés eux-mêmes de mettre des photos, de donner des nouvelles et vraiment de partager leurs histoires. Et ensuite il y a le hashtag Refugees Welcome, donc ça c'est européen. Et par exemple on a eu le cas de la maire de Paris Anne Hidalgo qui a fait un tweet avec ce hashtag dès l'instant où elle a trouvé des logements pour les réfugiés, pour les migrants. Donc il y a énormément de pays, de politiciens, de personnes médiatisées qui ont utilisé ce hashtag. Ensuite il y a le hashtag J'ai été migrant, réaction donc, au numéro de l'Obs avec comme couverture J'ai été migrant avec dessus. Il y a toujours la photo d'une personne, donc que ce soit un Italien, une japonaise, peu importe en fait l'origine, c'est toujours quelqu'un qui a migré et qui vit en France et qui s'est intégré et sans que ça crée de vagues au final. Et donc c'est vraiment J'ai été migrant, ce hashtag qui est vraiment très connu en France. Ensuite en Allemagne, il y a l'entreprise Facebook d'Allemagne a dû par contre modérer et limiter les commentaires et les propos qui se disaient sur Facebook parce que parfois c'était vraiment limite. En fait, l'entreprise et personne ne veut voir ça sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment le lieu pour. Et ensuite il y a Facebook, donc US aux États-Unis, c'est Mark Zuckerberg qui veut créer
une fonction pouce baissé. Ça peut faire rire certains, mais au final, c'est parce qu'il dit que c'est vraiment compliqué, même si en fait le j'aime à l'article par exemple sur la crise des migrants, c'est difficile de mettre j'aime même si tout le monde le ressent comme de la compassion. Donc il veut créer une autre fonction, il n'a pas encore trouvé le nom, qu'il ne va pas appeler pouce baissé, ou qu'il ne va pas non plus appeler je n'aime pas, parce que selon lui c'est vraiment pas le lieu pour le pour ou le contre, c'est pas un lieu de vote, c'est vraiment, il veut trouver autre chose en fait, donc il est en train de chercher. Oui, quelle suite pour ces nouvelles populations? L'intégration passe par l'école pour les enfants, donc c'est important, une fois arrivés à Québec, qu'on les intègre à l'école. L'emploi, l'éducation, la santé sont les axes majeurs d'une intégration réussie, parce qu'il faut penser déjà, le Québec est proactif dans ce sens-là, avec, comme je dis, le gouvernement du Québec est déjà prêt, la ville de Québec, là, je donne un exemple, et le centre multi-ethnique sont déjà prêts. Aujourd'hui, ces réfugiés prennent-ils conscience de ce qui... Ah, c'est toi, ça qui va. Ouais, une telle question. Je sais pas, si on pouvait se mettre dans la peau de ces réfugiés pour répondre à ça, mais je pense que les événements les dépassent totalement. Ils ont d'autres préoccupations vitales, urgentes, enfin, du moment. Peut-être quand ils seront accueillis, si tout se passe bien dans un pays, ils commencent à s'installer, ils auront le temps de revoir et de revivre tout ça. Mais comme l'histoire se répète, je vous ramène toujours à la crise vietnamienne. Il y a cette photo-là. On a l'impression que c'est maintenant. En fait, c'était il y a 35 ans. Ils étaient 138 personnes, hommes, femmes, vieux, enfants, sur ce petit bateau-là. Ils avaient la chance, parce que là, finalement, ils rencontraient un bateau occidental qui les prenait en photo, mais après qui les sauvait. Mais il y en avait d'autres qui n'avaient pas cette chance-là. Ils partaient, ils ne se posaient pas la question. Pour eux, les médias n'existaient pas, comme les Syriens, les Irakiens d'aujourd'hui. Et pour fermer cette parenthèse vietnamienne, ils étaient 600 000, surtout entre 1978 et 1980. Ils étaient 600 000 à choisir de quitter le pays par la mer. Un tiers d'entre eux ont péri. 200 000, qui n'ont jamais arrivé au Canada, aux États-Unis ou dans un pays. Donc, par rapport à toute cette aide apportée aux migrants par les divers gouvernements, en France, il y a eu le mouvement qui a été créé pour les SDF français, c'est-à-dire que certaines personnes de la population française ont élevé leur voix pour dire c'est bien, on s'occupe des migrants, mais on ne s'occuperait pas plutôt d'abord de nos SDF français. Donc c'est un mouvement qui a vraiment pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. SDF voulant dire sans-abri. Sans-abri et sans domicile fixe, oui. C'est au moment on appelle ça SDF, en fait, c'est le diminutif. Et donc il y a un sans-abri Antoine, qui a créé le collectif Merci pour l'invite, dans lequel il dit je vais vous lire un petit passage parce que c'est vraiment intéressant. Je m'appelle Antoine, bien que titulaire d'un Bac+2, je suis SDF depuis 10 mois. Mes amis SDF et moi-même avons été très touchés par la soudaine considération à notre égard de la part de nombreux opposants à l'accueil des réfugiés. Et ensuite, à la fin, il dit c'est bien sympa ce que vous dites, mais au final, dans ces cas-là, si vous voulez nous aider, on peut peut-être venir chez vous. Et là, pour le coup, personne n'a répondu. Et ensuite, il y a un autre mouvement qui est apparu aux États-Unis. Le mouvement pour les vétérans des États-Unis. Les vétérans, c'est les anciens militaires. C'est les conservateurs en fait, qui élèvent leur voix contre Barack Obama et son plan d'accueil. Parce qu'il y a énormément de vétérans sans abri. Et ils veulent d'abord qu'on aide ces personnes plutôt que aider ces migrants. Et je vais juste rajouter quelque chose. On parle énormément de réseaux sociaux, mais moi personnellement, je ne le savais pas énormément avant d'étudier le sujet. C'est que les migrants utilisent énormément les réseaux sociaux pour donner des nouvelles à leur famille et pour aussi prendre contact avec les passeurs, c'est leur seul moyen. Donc
puis on savait, moi personnellement, je ne savais pas trop qu'ils utilisaient leur téléphone portable ou passaient leur temps sur Twitter ou Facebook, mais c'est vraiment le cas. C'est le seul moyen qu'ils ont en fait pour contacter la famille, témoigner du voyage et aussi pour prendre contact avec les passeurs et aller plus loin dans le voyage. Vous avez peut-être dû voir d'ailleurs l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés par le World Class Photo. C'est tous les ans, ce sont des photos journalistes qui gagnent un prix, donc le World Class Photo, pour une photo. L'année dernière, celle qui a gagné, c'est une photo qui est prise, je crois, en Somalie, où on voit tout simplement des migrants avec leur téléphone portable sur la plage. En fait, on voit que la lumière des téléphones portables, ils essayent juste de capter un réseau pour avoir leur passeur. Donc c'est juste cette photo-là qui a gagné l'année dernière, donc on voyait bien l'influence des réseaux sociaux et l'importance d'Internet aujourd'hui dans les guerres et l'immigration. En guise de conclusion, nous devons répondre à la question: est-ce que les médias contribuent à abattre les barrières qui entravent les relations entre les peuples? Pour répondre à cette question, on va faire simple. On va surtout parler de l'apport de la photo de presse. On a vu avec la photo d'Alan qu'une image vaut 1000 mots. Ici, on voit des photos qui parviennent à nous faire oublier nos différences et à nous mobiliser contre nos véritables démons, à savoir les catastrophes naturelles. Ici, c'est la photo d'un homme qui a tout perdu lors d'une catastrophe naturelle. C'est en Indonésie. Ici, c'est la famille. C'est une petite Soudanaise qui est visiblement vaincue par la faim. Et en arrière-plan, on voit un vautour. C'est comme si le vautour attend que la fille attend l'agonie de la fille. Et là, c'est la photo de la petite Vietnamienne qui a été victime d'un bombardement en Népal. Et tuée en Népal. Et là, c'est la photo de c'est des photos qui nous interpellent en fait. C'est des photos qui nous font oublier, pour un temps au moins, nos différences et nous font nous concentrer sur l'essentiel. Combattre les guerres, combattre la famine, les catastrophes naturelles. Mais heureusement, il y a des photos qui nous donnent espoir. Il y a des photos qui sont de véritables sources d'espoir. Ici, on est en Égypte, c'est durant le printemps arabe. Et là, on voit des chrétiens qui protègent les musulmans qui sont en train de prier. C'est une photo qui nous donne espoir dans un monde où les différences sont surtout sources de conflit, au lieu d'être des sources de richesse. Merci. Et on peut faire le lien avec tout ça, avec le cours que l'opinion publique, les citoyens ont pu faire changer les politiques qui étaient d'abord réticentes, mais on prend l'exemple du Canada qui est réticent, il s'est rallié à l'opinion publique. Donc il y a un lien à faire, il y a un pouvoir que on a découvert en travaillant cet exposé sur l'actualité, les médias, les migrants, que le citoyen a quand même une certaine force dans notre démocratie pour faire changer les politiques, pour créer des mouvements de solidarité, de collaboration, de ouvrir les gens. Évidemment, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés, mais on sent la force des citoyens qui font avancer les choses, qui s'impliquent, qui mettent en place des sites web en France pour aider les réfugiés à Québec et dans d'autres pays qui sont ouverts à l'immigration, à vivre ensemble et tout. On va faire tout le rapport avec notre exposé, nous a permis de faire des liens avec le thème du cours. Mais par contre, on s'est rendu compte aussi qu'il y a une hiérarchie peut-être dans l'information. Là, on parle des Syriens, mais on a oublié des milliers de Soudanais qui ont été laissés pour compte à un moment donné. Les Kurdes, ils ont dit on s'occupe des Syriens, mais les Kurdes ont dit pourquoi on ne s'occupe pas de nous qui demandent des statuts de réfugiés dans d'autres pays, mais on les laisse tomber. Donc, il y a une hiérarchisation de l'information. Il y a des pays, il y a toujours des intérêts économiques à cause des guerres avec l'Irak, le pétrole, mais des fois, quand c'est des catastrophes naturelles ou des dictatures, on oublie quand les autres pays n'ont pas d'intérêt économique. Voilà un peu ce que mes collègues ont d'autres choses à ajouter. Et la dernière chose qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait aller au centre de Mississippi pour aller rencontrer ces nouveaux migrants qui sont arrivés, donc des réfugiés. Et on n'a pas encore réussi à y aller, donc on espère y aller d'ici la fin de notre enquête de terrain. C'est notre enquête de terrain, c'est d'aller les rencontrer. Et puis il y a une question aussi qui nous taraude, c'est savoir est-ce que ces personnes-là, elles s'intéressent à ce qu'on dit sur eux dans les médias. On sait qu'aujourd'hui, pour eux, l'essentiel c'est d'être en vie pour l'instant, donner des nouvelles à leur famille. Mais est-ce qu'ils s'intéressent, parce qu'il y a des fois vraiment, on vous a dit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, des messages qui sont assez violents à leur rencontre.
est-ce que ça les touche? Est-ce que vraiment ils s'affairent à ce qui se dit sur eux dans les médias? Donc ça, c'est un point qu'on aimerait vraiment aborder. Donc on va essayer d'ici la fin de la session d'aller les voir. Magnifique, merci beaucoup. Alors on était tous très attentifs, mais je pense qu'on peut discuter un peu... excusez-moi, j'ai ma caméra. Alors, qui veut réagir, peut-être comparer sa lecture des médias avec le portrait que... C'est vraiment incroyable de voir la différence selon les pays, hein. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Qui veut prendre la parole? Vous pouvez rappeler, vous, par exemple, votre propre itinéraire sur l'affaire des migrants. Qu'est-ce qui vous a alerté? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est la photo? Ou est-ce que vous étiez sensibilisé avant? Dans votre propre itinéraire à vous, essayez de vous rappeler le rôle que les médias ont pu jouer. Et je pense que Jean-Baptiste, tu voulais... Non, mais pas forcément pour aller dans ce Non, non, il n'y a pas de problème. Okay. Vas-y. Moi, je suis resté accroché à leur présentation pendant tout ce temps. Je voudrais vous dire félicitations pour tout ceci, c'est formidable. Et ensuite, pour ce qui est de l'immigration, j'aimerais, au début de la présentation, vous avez voulu savoir s'il y avait une différence entre un migrant et un réfugié. J'aimerais savoir, peut-être que vous en avez parlé, mais je n'ai pas vraiment vu le lien que vous vouliez faire. Est-ce que vous pensez que c'est le fait que ce soit plutôt des immigrants ou des migrants ou des réfugiés, cela devrait en principe être, vous avez dit que les médias mélangeaient tout ça. Est-ce que on devait faire une différence? Et si on devait faire une différence, est-ce que vous pensez que selon qu'on soit face à des migrants ou des réfugiés, le traitement médiatique devrait peut-être être plus abondant, se faire dans un autre sens plutôt que dans un autre? Alors, vous en avez peut-être parlé, mais je n'ai pas vraiment réussi à saisir le lien que vous vouliez faire entre la définition, la clarification de ces deux notions, de ces deux concepts au départ, au début de votre présentation. Je ne sais pas si je peux enchaîner en même temps avec la deuxième préoccupation. Les médias, notamment les grands médias occidentaux, ont été un peu critiqués ces derniers temps, en tout cas depuis un bout de temps, par rapport au traitement qu'ils font de l'affaire de la migration. J'ai pu parler à un séminaire il y a quelques mois à Montréal, un séminaire sociologique, où un démographe français est venu dire qu'il y a des données. Parce que ce qu'on constate, c'est que les médias occidentaux, quand ils parlaient de l'immigration, il y a quelques mois, on présentait systématiquement des gens de l'Afrique subsaharienne. C'est eux qu'on présentait même dans les débats, on parlait est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde, et ainsi de suite. En fait, on a l'impression que c'était plus vendable de présenter l'immigration de cette façon. Et le démographe disait que quand ils ont des données, il y a à peine 10% de ceux qui tentent d'arriver en Europe, que c'est à peine 10% qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Alors on se demande pourquoi on présente systématiquement des gens de l'Afrique subsaharienne sur des bateaux qui veulent envahir l'Europe, alors que 80% de ceux qui viennent, il y a 80% qui tentent de venir d'ailleurs aussi, dont on ne parle pas forcément. Alors, ce qui fait que dans ce traitement également, j'ai vu quelqu'un partager, je ne sais pas si c'est Alain Piron, j'ai vu traitement à géométrie variable, où même Angela Merkel se photographie fait un selfie avec des migrants, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques mois par rapport à ceux qui essaient de passer par l'Italie, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que quelque part, cela a influencé? Est-ce que c'est vraiment un traitement à géométrie variable, notamment au niveau des dirigeants occidentaux, et que c'est ça qui se répercute dans l'abondance ou la reprise ou le traitement de l'information tel qu'on l'a vécu ces derniers temps avec les Syriens? Est-ce que ça dépend du type de migrants qui arrivent? Est-ce que ça a influencé? Et peut-être au niveau du Sénégal, est-ce que quelque part, ce n'est pas ça qui a créé l'indifférence, c'est pas de l'indifférence, mais qui a entraîné le fait que les journalistes puis les médias dans les pays au sud du Sahara ne se soient pas vraiment intéressés à la question. C'est la question. Je vais déjà répondre à la première question. Pour ce qui est des réfugiés et migrants, on a vraiment voulu... en fait, ce qui nous a simplement fait réagir au début quand nous on a commencé notre
notre sujet, même nous, je crois qu'on ne s'était pas vraiment arrêté sur ça. Et c'est après quand on a été sur les réseaux sociaux, ou même moi dans mes amis Facebook, je voyais dans des messages qui disaient les médias, vous parlez de migrants, mais c'est pas des migrants, ce sont des réfugiés, ils fuient la guerre. Puis là on a commencé à se dire, ouais mais à ce compte-là, ce ne sont pas les premiers à le faire. Et pourquoi les gens commencent à se réveiller? Donc là on a commencé à se dire, bon, on va déjà, la première chose qu'on va faire c'est à la source de notre sujet. Qu'est-ce qu'un réfugié, qu'est-ce qu'un migrant? Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que oui, effectivement, l'image elle change beaucoup pour les personnes en tout cas, puisqu'elles ne connaissent pas la définition d'un réfugié, d'un migrant. Un réfugié, oui, est un migrant, mais un migrant n'est pas forcément un réfugié. Et en fait, les personnes ne connaissent pas du tout la définition. Et c'est là que c'est déjà un des premiers problèmes, parce qu'il y a des amalgames qui sont faits. Un réfugié, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est reconnu, qui fuit son pays pour des raisons X ou Y, un migrant, ce n'est pas forcément le cas. Et forcément, ça change, les gens ne perçoivent pas ça de la même façon. C'est sûr, quand on parle de migrants et de réfugiés, on a l'impression que quand on parle de réfugiés, ils ont plus de compassion. De se dire, ah oui, c'est un réfugié, ben oui, c'est pas de sa faute, il faut l'aider. Quand on parle de migrants, ben tout de suite, peut-être parce que c'est le mot en lui-même qui n'est pas très gracieux, migrant, mais c'est. Oui, bah, c'est un migrant. Ouais, mais un réfugié, ça reste un migrant. Voilà, c'est à partir de ça qu'on a voulu. Et oui, forcément, on pense que de ne pas connaître ces deux définitions-là, ça change la donne. Oui, mon avis, toujours pour rester à ta première question, quand on est reconnu comme réfugié, on est quand même à l'abri de pas mal de choses. On est protégé, quoi, reconnu et protégé. Pas comme les migrants qui peuvent être l'objet de mauvais traitements des médias, des mésaventures, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le passé. Et on voulait insister là-dessus aussi, quoi. En fait, on est en train de parler des gens qui sont extrêmement fragiles, qui sont, alors ok, réfugiés, sont des victimes qui ont vécu des drames et qui sont forcés de quitter leur pays, mais quand même, quoi, ils ont un statut, ils ont quelque chose. Alors que ces migrants-là, il y en a qui n'ont plus rien du tout. Et pour l'Afrique d'ailleurs, est-ce qu'on a plus d'immigrants ou réfugiés pour ceux qui venaient d'Afrique? On a dit migrants. On a dit migrants, hein? Mais c'est des réfugiés économiques dans le fond. Mais sauf que réfugiés économiques, ça ne marche pas, c'est les migrants. Hein? C'est vraiment des images On pense autour de réfugiés politiques. C'est ça. Il y avait une autre personne. Moi, je voulais simplement dire que je pensais le contraire sur l'utilisation des termes migrants et réfugiés. En fait, je trouve que migrant, ça fait moins peur que réfugié, justement. Pourquoi? Parce que c'est un terme plus général. Puis souvent, on va dire, par exemple, des personnes qui viennent de la France ici, c'est des migrants, ils viennent pour les études, ils ne se sauvent pas de leur pays, ils ne se sauvent pas de quelque chose. Puis le fait que ces personnes-là se sauvent d'une situation, ben, ça engendre, selon moi, de la peur. Plus que de la compassion. Les deux, mais oui, je pense que... en tout cas, ça dépend des personnes, mais pour les personnes qui ont plus tendance à être xénophobes, ça entraîne la peur, les réfugiés. Un peu quand vous parliez du cheval de Troie, dans le fond que les réfugiés seraient le cheval de Troie de l'État islamique, on va pas dire ça des migrants nécessairement. Puis j'ai perdu mon emploi, mais c'était juste. Ok. Bon, non, il y avait quelqu'un avant moi. Alors vas-y, Camille. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, personnellement, sur les réseaux sociaux, même dans les médias, je trouve qu'en ce moment, précisément, on parle encore plus de réfugiés que de migrants. On est vraiment. Ça me bouleverse à quel point on met comment le terme réfugié est devenu péjoratif, je trouve. Parce qu'en fait, un réfugié, là, on devrait avoir la plus grosse empathie du monde envers lui. Là. Il se passe quelque chose dans son pays, à notre place, on n'aurait fait quoi? On aurait fait exactement la même chose que lui. T'sais. Il est juste victime, en fait. Il n'a rien fait de mal. Puis dans les médias, c'est des réfugiés de partout, c'est comme si c'était comme la poubelle des pays qui s'en venaient vers chez nous. Des réfugiés comme
des pauvres petits réfugiés. Moi, ça me fait capoter à quel point c'est rendu péjoratif, puis qu'en fait, ils sont juste victimes. C'est des gens comme tout le monde qui, justement, sont mis en fait dans une situation auquel ils n'adhèrent pas, puis qui disent ben c'est mieux pour moi de quitter le pays. Au contraire, c'est des gens qui nous ressemblent beaucoup plus qu'on pense. Attends, il y avait je vais continuer avec toi, puis après je vais revenir. Vas-y. Je suis d'accord aussi pour ça, puis je cherche à comprendre aussi pourquoi que le terme migrant n'est pas autant péjoratif. J'ai l'impression aussi qu'on pense qu'ils vont passer par un système d'immigration canadienne, que là ils vont remplir des documents, qu'on va essayer de ramasser des fois un petit peu la crème de certains pays, de dire ok, eux ils ont de l'éducation, eux c'est des jeunes couples qui vont venir peupler le Canada, qui vont être un bon futur pour notre communauté. Mais je pense aussi que comme il dit, on devrait avoir plus de compassion pour les réfugiés parce que finalement c'est des gens qui démontrent du courage puis qui se disent que c'est la mort que je vais faire face si je quitte pas. Puis ça prend beaucoup de courage de dire je laisse tout en arrière. Il y en a certains qui avaient des postes sûrement élevés, qui avaient une famille, qui ne savent même pas si leur fille, leur mère, leur sœur va survivre. Comme la migration, ça a l'air plus organisé que je pense. Ok. Alors, il y avait toi, puis... Oui, attends, il y avait... Vas-y, Valérie. Victoire. Ok. Oui, je pense que c'est vraiment intéressant comme la différence entre réfugiés et migrants. Puis je pense que réfugiés, ça fait plus peur que migrants parce que quand on dit migrant, il y a la volonté d'aller s'intégrer dans un autre pays. Tandis que réfugié, c'est comme, je suis obligée de quitter mon pays, mais bon, là où je vais, c'est pas forcément un pays qui m'intéresse, c'est juste que là-bas, au moins, je vais pas mourir. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, mais en fait, c'est un peu... c'est pas forcément vrai que les réfugiés, c'est juste des gens qui fuient leur pays, qui vont aller essayer de s'intégrer dans un autre pays alors qu'ils n'en ont pas forcément envie. Je pense qu'au contraire, quand on est réfugié, quand on arrive dans un autre pays, comme le Canada ou la France par exemple, on doit être on doit être quand même reconnaissant, je pense, et on doit se dire il faut que je me batte au moins pour les autres qui sont restés dans mon pays, il faut que je réussisse. Donc je pense que ça doit être quand même un facteur de bonne intégration peut-être. Je sais pas. Nathalie? C'est parce que c'est un peu, ça résume tout ça, mais dans le cours de lundi, le cours de théorie sur la communication publique, le prof nous a amené à réfléchir justement sur l'utilisation de ces deux termes-là en lien avec la théorie sur la propagande. Puis ce qu'on réfléchissait, c'est que justement, peut-être que l'utilisation, qui décide de l'utilisation du mot migrant versus le mot réfugié, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'occulter une réalité? Parce que migrant, justement, c'est perçu comme davantage des gens en transition. Mais quelle est la source du problème de ces gens en transition? Avec le mot réfugié, on est peut-être plus porté à se poser la question. Alors, il y avait le sens du mot, mais qui décide de l'utilisation de ce mot-là? Puis comment, justement, ça occulte une certaine réalité? Pour rejoindre ce que Nathalie disait, moi j'ai l'impression qu'on a commencé justement à utiliser migrant quand on a commencé à vouloir vouloir intégrer les réfugiés à vouloir accepter cette migration-là. Puis ça serait intéressant de voir dans une analyse des médias si justement le mot migrant a été plus utilisé après l'image du petit garçon sur la plage. On va redonner la parole un peu à l'équipe, qui a sûrement plein de choses à dire, à répondre. Ouais, moi j'ai quelque chose. En fait, ce qu'on note avec Myriam, c'est que étant française, nous c'est plutôt l'inverse. C'est le mot migrant qui est vraiment péjoratif et le mot réfugié qui a plus été utilisé après justement c'est-à-dire au moment où vraiment on a eu les solutions et on a voulu aider les réfugiés. Et c'est vraiment ça ce qui s'est passé, c'est qu'au début, les médias appelaient ces migrants des migrants, et ça prenait vraiment une connotation péjorative. Et parce qu'on a eu d'autres migrations en Europe, d'autres migrants, donc les Roms avec qui les populations européennes ont quelques soucis d'intégration. Et il y a eu vraiment des amalgames créés, mais pour le coup c'est vrai que c'est vraiment l'inverse en Europe. Donc après on n'a pas de réponse par rapport à cette situation du fait que ce soit l'inverse, mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir pourquoi.
Et ce qui est aussi apparu en France, c'est que on se soucie de les accueillir chez nous. Et certains parlent d'invasion parce qu'ils ne veulent pas accueillir les migrants. D'autres, au contraire, ouvrent les bras. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces personnes viennent ici forcées donc de venir en France, en Europe ou dans un autre pays parce qu'elles fuient la guerre et elles veulent sauver la famille. C'est tout à fait normal, tout le monde serait exactement dans la même situation. C'est ce que tu disais justement tout à l'heure. Et en fait, ces personnes-là, une fois que la situation sera calmée, elles veulent juste repartir chez eux et reprendre leur vie comme elle l'était avant en fait. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'intégration en France, il y a énormément d'institutions qui essaient de les intégrer. Par exemple, les écoles de commerce commencent à ouvrir les classes aux migrants. Les logements, enfin, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. Il y a même une université, j'ai vu, qui avait été créée. Moi, je veux ajouter que le mot migrant, c'est peut-être un mot transitoire avant qu'il devienne immigrant. Donc, c'est peut-être le terme plus neutre. C'est ce qu'on a utilisé dans la presse québécoise, écrite et à la télévision. Ce serait intéressant de voir quel mot est plus utilisé et voir qu'est-ce qui s'utilise dans d'autres langues, comme l'espagnol, l'italien, en anglais, quel terme ils utilisent pour désigner ces personnes-là. Comme certains ont mentionné, réfugié politique a peut-être une connotation peut-être plus péjorative. Réfugié peut-être plus péjoratif, mais c'est mon opinion. Je ne sais pas, il faudra faire une distinction. En tout cas, cette discussion sur deux mots, vous vous rendez compte, on est en plein dans ce qui s'appelle la culture, là. Hein, le langage, quel mot on choisit pour construire la réalité, puis on voit les impacts réels que ça peut avoir. Aruna? Effectivement, en fait, c'est dans cette lancée-là que je voulais inscrire. C'est-à-dire que c'est selon le point de vue ou la position de la personne qu'on perçoit le terme, le concept. Migrant, pour moi, ça aurait été moins blessant, moins insultant que réfugié. Réfugié, il y a un aspect de contrainte sur la personne qui va se réfugier quelque part. Alors que dans le mot migrant, il y a une certaine volonté de la personne de se déplacer d'un lieu à un autre. On essaye un peu d'adoucir l'impact des mots. Là où je voulais en venir, en fait, pour le Sénégal, c'est un peu surprenant effectivement parce que bon, le Sénégal a connu 89 les événements avec la Mauritanie où beaucoup de populations de négro-mauritaniens ont été déplacées vers le Sénégal à cause des crimes racistes au niveau de la Mauritanie. Donc c'est un peu surprenant que le Sénégal ne soit pas trop sensible, mais ça se comprend aussi que les médias, maintenant, c'est la vente. Ce qui vend, c'est peut-être la proximité. Et aujourd'hui, le Sénégal, les médias sénégalais sont beaucoup plus intéressés par la question au Burkina, qui est à proximité, l'implication politique du président, que par les migrants syriens. Il y a aussi, sur cet aspect humanitaire, la réaction de Wade après les tremblements de terre à Port-au-Prince. Il avait accueilli 120 étudiants haïtiens à l'université de Dakar, alors j'étais encore là-bas, syndicaliste à l'université. On s'est dit, bon, on n'arrive même pas à nous payer nos bourses, pourquoi il accueille 120 personnes? Nous, on comprend la position, par exemple, de ces peuples qui accueillent aujourd'hui. C'est pourquoi, quand Valérie parle de crème de la société, on en revient au fameux terme immigration choisie de Sarkozy, qui avait aussi soulevé un tollé en Afrique et au Sénégal. Wade avait dit à cette période, s'il veut faire de l'immigration choisie, je vais lui envoyer la facture de l'éducation. Comme quoi, on ne va pas former les gens, on va envoyer dans le pays pour qu'ils travaillent pour eux. C'est toujours cette fuite des cerveaux en Afrique, etc. Je pense que c'est selon la position de la personne qu'on perçoit, qu'on peut comprendre l'impact du concept. Nous qui venons dans un pays en disant, bon, on y va, on est à la recherche du savoir, on retournera, on serait moins blessé qu'on nous dise réfugiés. Alors que, non, migrants plutôt. Voilà, qu'on nous dise, non, plutôt réfugiés. Parce qu'en fait, moi je me dis, réfugié, c'est parce qu'il y a une contrainte. Je n'ai pas la possibilité de rester là. Donc, j'y vais. Il y a une certaine volonté de ma part. Alors que réfugié, bon, c'est parce que s'il y a le feu, voilà, il faut que je détale. C'est pourquoi je serais gêné de dire que j'ai détalé de chez moi. Mais les gens qui nous accueillent, bon, pour eux, il y a soit
un effet d'invasion. Bon, on parle de crise économique, des gens venus prendre des emplois. Et souvent, c'est ça le problème, le refus d'acceptation de la diversité ou de l'autre. Il y avait la deuxième question de... Ah oui, tu voulais réagir? Non, il ne faut pas oublier sa deuxième question. Oui, mais en fait, il y a un troisième mot. Oui, il y a un troisième mot. Vous avez réfugiés, migrants. Et puis quelqu'un dit, mais pourquoi nous les appelons migrants ou réfugiés, alors que ceux qui... Il y a des gens, c'est de partout. La dernière fois, je parlais de ce que le vivre ensemble est universel. C'est-à-dire que les gens essaient de s'intégrer ici. Les Occidentaux essaient de s'intégrer dans d'autres cultures. C'est pas évident également. Il dit, mais pourquoi quand ceux qui quittent chez nous aussi, qui vont ailleurs, on les appelle expatriés? C'est-à-dire un autre oui. C'est-à-dire que les médias les appellent expatriés. Un Français qui va au Togo, on l'appelle expatrié. Mais un Togolais qui vient en France, soit c'est un migrant, et puis bon, ça dépend de la situation dans laquelle surtout on dira réfugié politique ou ainsi de suite. Donc c'était pour dire qu'il y a également un troisième mot, et selon celui qu'on a en face de soi ou celui dont on veut parler, on l'utilise. Alors, ça va sur... En tout cas, vraiment, là, vous avez... C'est le pouvoir, la culture, le pouvoir des mots. C'est incroyable, hein? Là, les épaisseurs de sens, on est dans le constructivisme, là. Alors, est-ce que vous vouliez répondre aux autres questions de Oyodi? C'était abordé... Moi, j'ai une question, parce que je repense toujours à ma question de recherche. Qu'est-ce qui, dans votre enquête... Autrement dit, qu'est-ce que vous... Mettons, si vous aviez à faire des recommandations pour que les médias renforcent le vivre ensemble et l'ouverture, est-ce que, d'après votre conclusion, ce que tu présentais, est-ce que c'est l'importance de mettre toujours des photos qui suscitent la pitié, ou bien est-ce que c'est de mieux expliquer, clarifier justement les différences entre réfugiés et migrants, pourquoi, faire plus d'éducation politique des citoyens pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe là? C'est pas une invasion, puis qu'il y ait des causes, etc. Qu'est-ce que ce serait? Quelles recommandations vous pourriez faire? Alors, bon, moi je me suis représentée sur les photos parce que les photos ne me touchent pas, parce qu'elles m'inspirent la pitié, mais parce qu'elles m'interpellent en fait sur la situation d'autres personnes, d'autres êtres humains qui vivent dans des situations difficiles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur situation? Donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des photos, oui, qui nous interpellent émotivement, etc. Je suis tout à fait d'accord, là. Mais c'est quand même des photos... Vous vous souvenez, moi, c'est des photos qui attirent quand même la compassion. C'est ça, c'est pas des photos radieuses de l'autre, si tu veux. C'est pas comme, je vous souviens, je vous ai présenté la photo au premier cours d'une belle femme africaine, tu sais. Alors, est-ce qu'il faut, pour faire ce lien, que les médias... C'est une question que je pose, là. Oui, selon moi, il y a de l'éducation à faire. Puis si on se fait au texte de Blondin, qui était dans notre chapitre, il parlait des ressemblances, des différences. Donc, ces gens-là sont différents de nous, très différents, les migrants. Mais peut-être si on les accepte, on les intègre, ils vont finir par nous ressembler et s'intégrer à la société québécoise. Tout là, il y a des inégalités présentement qu'ils vivent, puis nous, on les traite des fois comme des gens inégaux. Il ne faudra pas qu'ils arrivent ici et qu'ils soient des citoyens de seconde zone. Il faudrait qu'ils soient des citoyens à part entière qui prennent leur place dans la société. Alors, selon moi, les photos, oui, c'est une amorce pour sensibiliser, pour informer. Mais il y a de l'éducation à faire suite à ça, à la population, à tout le monde. Il y a une question là-bas. Alors, il y a trois mains levées. Vas-y. Une question, mais j'ai beaucoup de choses à dire en fait sur un peu tous les sujets. Par rapport au fait que vous parliez que chaque pays s'occupe plus de l'actualité de son propre territoire que d'autres. Moi, je l'ai étudié l'an dernier, ça s'appelle la mort kilométrique. C'est-à-dire que voilà... la mort kilométrique. La mort kilométrique, c'est un concept, je ne sais plus de qui. Mais en gros, un homme qui saignera du nez en France vaut 1000 morts en Syrie. C'est un peu ça le principe. Et par rapport aussi à la responsabilité des médias, je voulais dire que certes, oui, les médias ont une influence. Il ne faut pas oublier que les médias, c'est des hommes aussi qui sont derrière. Et donc c'est aussi une question de culture avant tout. Et que ce n'est pas forcément ce que les médias font, mais ce que nous en faisons. Et je pense que si nous, on est capable ici
de prendre conscience qu'il faut prendre du recul sur certaines choses comme les photos ou comme ce qui se passe, je pense que tout le monde en est capable. Et que c'est juste une question aussi d'éducation et le fait d'essayer de rendre sensibles les gens sur tout ce qui est manipulation ou pas. Et par rapport aux photos, il ne faut pas non plus oublier que c'est toujours un effet de cadrage aussi, que certes les photos sont réelles, mais il ne faut pas non plus oublier la photo et dans quel contexte elle a été prise, pourquoi. Et voilà, c'était juste, je voulais juste te dire ça. Parfait. Alors, il y avait, je donne celles qui n'ont pas parlé encore. En fait, j'ai pas de solution à apporter, mais c'est juste que je pense qu'il faut faire attention un peu avec les photos parce que ça apporte une espèce de dimension marketing à une espèce de crise. Parce que, tu sais, au début, quand la crise des migrants a commencé, c'était au début de l'été, à peu près. Puis le monde n'en parlait pas, puis là, il est arrivé plein d'images, puis tout ça. Puis ça fait une espèce d'effet de groupe, pas un sentiment d'appartenance, mais tout le monde se rallie autour de ça, au détriment de d'autres causes. Tu sais, vous avez parlé de la crise je me rappelle plus dans quel pays, j'en ai jamais entendu parler en Afrique, puis que c'est tout aussi dramatique. Puis on n'en a pas entendu parler parce qu'il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu comme d'effet de groupe, puis d'effet de. Tu sais, c'est pas du marketing parce qu'il n'y a pas nécessairement d'argent à faire avec, mais une espèce de comme sentiment de OK, on s'intéresse à ça en groupe, puis on va délaisser les autres. Fait que ça serait plus dans une logique d'éducation qu'il faudrait aller, plus que présenter des images parce que ça fait vraiment, tu sais, l'effet comme, pas un produit, mais on l'avait vu avec Connie 2012, là, tu sais, qui était, je sais pas si vous vous souvenez, là, que c'était le truc inventé, mais tu sais, c'était carrément là, une marque qui avait lancé, puis tu sais, tout le monde s'était rallié à ça, mais ça n'existait pas, puis tu sais, tout ce qui est autour, ça n'existe plus, fait qu'il faut faire comme attention à ça avec les photos. Ouais, c'est de la géométrie variable dont tu parlais, là, que tu fais allusion. Et on a des effets de mode quasiment, puis on oublie d'autres conflits. Alors, il y avait Camille. Tantôt, vous parliez de différences et de ressemblances. Moi, je pense qu'une des pistes de solution, c'est de miser sur... Parce que je pense qu'on se sent très loin de ces gens-là qui viennent ici. On se sent loin des réfugiés. On pense qu'on est très, très différents, puis qu'on vit des réalités complètement différentes. Puis il y a une partie que c'est très, très vrai. Mais au final, on a beaucoup de ressemblances avec ces personnes-là. Puis je pense qu'une des pistes de solution, c'est de jouer là-dessus. C'est de jouer sur le fait qu'on est tous pareils. Puis que ces réfugiés-là, ben, ils ont une petite fille, puis elle aussi, elle vient de commencer à marcher. Comme toi, ta petite fille qui vient de commencer à marcher, puis elle fait les dents, puis elle pleure. Puis, tu sais, c'est peut-être de faire des portraits aussi de migrants qui arrivent au Canada, des bonnes nouvelles peut-être, des façons de voir. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est juste de miser sur ce qu'on a de pareil avec ces personnes-là, ouais. Puis peut-être se sentir plus, je sais pas, empathique envers eux, plus humain. C'est la petite bande dessinée que je vous ai mis de Titeuf, là, dans Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où c'est Titeuf lui-même qui se retrouve comme un réfugié, là. C'est magnifique, ce dessin. Alors, il y avait... oui, je voulais juste revenir sur les photos. Je trouve que c'est sûr que c'est un pouvoir énorme, mais je trouve ça quand même aberrant dans notre société que il faut, que ça prenne une photo choc comme ça où on voit quelqu'un qui meurt ou quelque chose de vraiment triste pour qu'on réagisse, parce que tous les jours il se passe des trucs vraiment horribles dans le monde, puis on en parle quand même dans les médias, mais ça prend une photo choc pour que les gens se disent waouh, en fait comme c'est des gens comme nous qui sont touchés qu'il faut réagir. Je trouve ça vraiment triste en fait. Et je voudrais dire juste que j'étais d'accord avec Camille que l'échange puis le dialogue puis vraiment écouter des témoignages de réfugiés, etc., c'est vraiment important justement pour faire prendre conscience pour les humaniser. Voilà, pour les humaniser, pour pas qu'on les voit comme un groupe, mais qu'on s'intéresse vraiment à l'histoire individuelle de chacun, qu'on se rende compte que on aurait pu être à notre place, quoi, à leur place, je veux dire. Donc, et dans le fond, si je fais les livres citoyennes, puis avec vous, c'est les femmes et l'environnement, donc des portraits, c'est vraiment dans cet esprit-là. L'idée m'est venue, au lieu de dire aux gens de les culpabiliser s'ils ne participent pas, s'ils ne font rien, etc., de leur montrer des femmes ordinaires qui, un jour, ont décidé de s'engager, d'être actives, et donc de construire leur citoyenneté, leur expérience, etc. Mais de voir au départ, c'est des gens, comme tu dis, ordinaires. On est tous pareils, puis la vie fait qu'il nous arrive toutes sortes de choses. Et donc, c'est des modèles de citoyenneté, dans le fond. Le livre que vous faites sur les femmes et l'environnement, ou celui qu'on avait fait citoyenne, c'était un peu dans cet esprit-là. Et il y a des journalistes extraordinaires, comme je ne sais pas si vous connaissez à la radio, comment il s'appelle, Akli Haït Abdallah, est-ce que vous le connaissez, à Radio-Canada? Il y a des émissions de radio qui se moquent de lui. Il est extraordinaire, ce journaliste. Il va sur le terrain, il fait justement des entrevues avec des personnes. Toujours, il fait attention de les nommer, de raconter leur vie. Alors, il est assez célèbre
pour son style de reportage, où ce n'est pas des généralités, il ne répète pas les discours des présidents, etc. Il va vraiment sur le terrain, il parle à des personnes et il nous permet justement de comprendre, de reconnaître l'humanité des autres. Donc il y a un lien, je voulais en parler un petit peu quand même d'éthique journalistique là-dedans, de la façon dont on cadre, hein, tu parlais de cadrage, dont on cadre. Et c'est sûr qu'on peut susciter la pitié avec des photos. On a vu quand même, vous l'avez démontré, que ça marchait, ça fait bouger Merkel, Hollande, je veux dire, mais peut-être à long terme, pour éviter le ressac qu'on constate aussi, hein, c'est d'accompagner ces photos par des récits de vie, des témoignages, de l'éducation politique, de comprendre tout ce que vous avez expliqué dans le fond. Je permets-toi d'ajouter une chose. Les médias, ça peut être très gentil, mais ils nous véhiculent des images parfois ou ils nous donnent des perceptions, une expérience personnelle. J'étais en Italie cet été, et c'est mes collègues, et j'ai rencontré des Irans pour la première fois de ma vie. Et les médias, l'image que j'avais des Iraniens, c'était des terroristes, des êtres malfamés, méchants. À cause des médias, ma perception était, à cause des médias, j'avais pas une bonne image, mais chaque individu était très gentil, très affable à mon égard. On discutait, on jasait, on prenait des cafés. Ce qui m'a fait dire que les territoires, l'être humain est bon, le citoyen c'est une bonne personne, mais que l'être humain, à cause des territoires, de la politique et de l'économie, on donne des fois des mauvaises images par les médias, véhiculées par les médias, et les journalistes s'empressent de véhiculer. Donc, c'est donc les perceptions que nous devons avoir, c'est très subjectif et il faut faire attention à ce que les médias nous donnent et ce que nous percevons. Puis la vidéo sur les événements de la série qui était dans le Facebook là, hier est très bien pour expliquer la situation, je le trouvais très bien. On pourra continuer nos échanges sur un forum. Oui, et puis vos idées, là, mettez-les dans le Framapad si vous n'avez pas eu le temps, vous avez d'autres idées pour nourrir toujours le chapitre 2. Il faut continuer. Un mot de Camille? Je voulais juste dire que ça fait partie d'une autre liste de solutions, selon moi, de favoriser justement les voyages ou ne serait-ce que de faire de l'aide humanitaire ou de juste sortir de chez nous parce que de le voir, de le comprendre, c'est différent de le vivre. Mais vraiment, là, parce que moi, ça a fait toute la différence quand justement je suis allée au Burkina Faso, de vivre la culture m'a fait vraiment plus comprendre comment ils peuvent fonctionner à leur façon, plutôt que de juste l'entendre, puis de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent fort pour sensibiliser les jeunes à partir, puis aller voir c'est quoi, puis vous parlez que vous étiez en Italie, c'est le genre de contact qu'on ne crée pas quand on reste chez nous, puis quand on parle à des gens qu'on connaît, avec qui on partage toujours les mêmes valeurs. Se faire un petit peu dépayser, d'après moi, ça peut pas être mauvais non plus pour créer ce genre de solution-là à des problèmes. Tout à fait. Mais en même temps, le web permet de faire des rencontres virtuelles avec d'autres cultures. Je veux dire, là, vous avez eu un chapitre de l'AYAM, c'est incroyable quand même, qui s'est intégré à votre réflexion avec son expérience haïtienne. Puis vous avez accès par les médias occidentaux, mais même sur place, vous pourriez avoir accès. Quand j'étais au bac, j'étais le seul Québécois. On était tous des Québécois. Puis à la maîtrise, je suis le seul Québécois dans cette équipe. Et si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'est une expérience personnelle. Il ne faut pas s'en tenir aux médias, puis sortir, rencontrer ces personnes parce que c'est vraiment intéressant. Moi, je suis allée sur un camp, justement, à Paris, sur les quais de la Seine, et franchement, j'ai passé une journée et j'ai rencontré des personnes vraiment extraordinaires qui sont passées par vraiment des étapes très difficiles et ces personnes, elles veulent vraiment pas qu'on ait de la pitié, hein, c'est vraiment pas ça, au contraire, et en parler, ces migrants, ils aiment bien parler de leur trajet, de leur voyage, de leur famille et tout ça, mais alors par contre, vraiment la pitié, donc les photos sont bien dans le sens où elles interpellent une première fois, mais à un moment donné, les photos, il faut les mettre de côté parce que pour le coup, c'est vraiment les témoignages qui comptent. Et la pitié, il faut la mettre de côté aussi, quoi. C'est pas... Comme ça a été dit, je suis totalement d'accord, il faut savoir aussi le contexte dans lequel les photos ont été prises, le recadrage, etc. La fameuse photo, la fillette et le vautour là, je pense pas que tout le monde sait que c'est pas une fille mais un garçon. Et qu'il a un bracelet là, c'est-à-dire qu'il est pris en charge par une organisation humanitaire. Et là, il ne va pas mourir après cette photo-là. Il n'y a rien
qui se passe, et bien après le suicide du photographe, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent derrière, et tout comme la photo du petit Elan qui est là, quoi. Enfin, le recadrage cache bien les deux mecs qui continuent de pêcher comme s'il n'y a rien qui se passe sur la plage. Pour conclure, ça va faire, mais je pense que le principal problème qu'ont les médias aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas être curieux. C'est-à-dire que dès qu'on va leur dire quelque chose, ils vont prendre pour acquis. On l'a vu, là, si tout le monde se fie aux médias qui font de la désinformation, on sera un peu mal barré. Les médias, ils sont là pour, au début, dire que voilà, il se passe quelque chose dans le monde, mais après, c'est à nous, en tant que citoyens, d'aller chercher des informations et de ne pas s'arrêter. Combien de personnes sur Facebook, je pense que vous voyez tous, s'arrêtent juste à un titre d'article et qui commentent. Enfin, moi, ça m'agace. Mais pas dans le groupe Facebook du projet CCVE, hein, vous allez tout lire, hein, bien sûr. C'est ça, tout à fait. Et du coup, il y a énormément de personnes qui s'arrêtent aux articles et qui ne vont même pas lire ce qui se passe vraiment. Et je pense que c'est un des problèmes des médias aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent plus à se faire entendre correctement et à se faire lire. Et je pense que c'est là aussi que ça doit commencer, c'est ce que disent les gens, c'est l'éducation. Et l'éducation, ça commence par là aussi, c'est apprendre aux enfants, apprendre aux gens autour de vous à analyser les médias et à avoir de la réflexion par rapport à son public. Mais ce que tu dis sur la curiosité, c'est fondamental. Fondamental. C'est la seule chose qui, dans le fond, nous ouvre vraiment aux autres, c'est un minimum de curiosité. Parce que sinon, ça ne nous intéresse pas, c'est l'indifférence. Et la curiosité, si vous pouviez me dire comment on fait pour susciter la curiosité chez quelqu'un qui n'est pas curieux, je suis preneuse. Je suis preneuse. Parce que vraiment, des fois, ça me surprend comment les étudiants ne sont pas curieux. Mais c'est ça, puis c'est pas juste envers l'autre qui est migrant, c'est envers l'autre assis à côté. Exactement, en basse ville de Québec. Vous allez aller au centre multiethnique, là, c'est formidable. Ils sont ici, là. Ils ne sont pas lointains, ils sont ici. Puis vous êtes curieux de les rencontrer, vous allez y aller. Cette démarche-là, c'est une démarche de citoyenneté. Peut-être vous pourriez dire dans votre chapitre que, dans le fond, la citoyenneté, il y a une obligation de curiosité. Oui? De mon côté, moi, je pense que la curiosité, ça vient du fait que plus on connaît de choses, plus on va en apprendre. Moi, ça a été vraiment ça. C'est-à-dire que j'apprends à connaître un sujet, puis là, je me dis, oh mon Dieu, mais il y en a tellement à savoir. Puis là, on dirait que si je m'intéresse davantage, là, vraiment, faut semer une graine, puis là, l'arbre va pousser, puis là, ça va s'épanouir. Moi, de mon côté, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que faire quelque chose là-dessus? Là, ça met les graines. Moi, c'est vraiment mon expérience. C'est ma conception de l'enseignement aussi, de semer des graines en espérant que ça pousse. Bon, merveilleux, merveilleux. Est-ce qu'il y a autre réaction? Alors que je vous dis, la conversation, elle continue dans le Framapad ou dans le wiki, dans le groupe Facebook. Vous pouvez, si vous trouvez un article intéressant pour le chapitre 2, vous le mettez dans le groupe Facebook, puis vous écrivez pour chapitre 2, puis eux, ils vont l'intégrer à leur nourriture intellectuelle. Hein? Donc n'hésitez pas. Alors un grand merci encore une fois.